froid te mord les joues comme un chien enragé. Mais je m'en fous. C'est Noël, bordel. Et il reste un dernier colis. Un de ces trucs qui te sortent de la merde pour le bonus de fin d'année. Tu vois le genre? Le genre de commande que tu prends, même si ça te fait traverser une tempête de neige qui te transforme le pare-brise en miroir dépoli. Le genre de truc qui sent le fric. Et pour l'instant, c'est tout ce qui compte. Les rues sont désertes. Juste le blanc aveuglant de la neige qui tombe en flocons épais comme de la crème fouettée sur un gâteau raté. L'odeur âcre de l'échappement de ma vieille bagnole se mêle à celle, plus douce et trompeuse, des sapins de Noël qu'on croise par intermittence. Mon téléphone, mon précieux sésame pour survivre à ces livraisons de dernière minute, est posé sur le tableau de bord. D'habitude, cet écran est mon meilleur pote. Une carte claire et nette qui me guide à travers le labyrinthe urbain. Mais ce soir, il fait sa crise. Le petit bonhomme bleu censé être moi, il saute sur la route. Il disparaît. Il réapparaît sur un chemin qui n'existe pas. Les noms des rues changent, défilent en un charabia incompréhensible, comme si le GPS avait bu trop de champagne. Chemin des murmures, route du silence éternel. Sérieusement? On est censé aller où, au purgatoire? Le colis est dans le siège passager. Une boîte rectangulaire, pas trop lourde, emballée dans un papier argenté qui brille sous les rares lumières de la ville. Il y a une adresse, bien sûr, mais c'est là que ça devient bizarre. Une adresse qui ne correspond à rien sur mon GPS habituel. Juste une série de coordonnées. Un point perdu au milieu de nulle part. Dans ce qu'on appelle communément le trou perdu des montagnes. Et le nom du destinataire. Les gardiens de la nuit. Ça sonne comme une blague de mauvais goût. Ou le titre d'un film d'horreur de série Z. Je soupire, le souffle chaud qui se condense en buée sur la vitre. La neige s'intensifie. Chaque flocon semble vouloir s'écraser sur mon pare-brise avec une détermination glaciale. Le vent hurle dehors, un lamento qui donne des frissons. Même avec le chauffage à fond, je jette un œil au colis. Il est chaud. Pas tiède, pas juste la température ambiante. Chaud, comme s'il y avait une petite vie à l'intérieur, ou un radiateur. Je secoue la tête. C'est la fatigue qui me fait imaginer des trucs. Le GPS se décide enfin à afficher un itinéraire. Un truc tortueux qui monte, qui serpente à travers des zones que je ne reconnais pas. Ça me renvoie à une ancienne version de la carte, celle qui existait avant les nouvelles constructions, avant que le monde ne devienne un réseau de routes prévisibles. Là, on dirait qu'on remonte le temps. L'écran scintille, une ligne bleue qui vacille comme une flamme mourante. Il me dit de prendre une bifurcation, une petite route de campagne qui, sur la carte, disparaît littéralement après quelques mètres dans une masse blanche informe. La neige, bien sûr. Je sens une petite appréhension monter. Un truc froid et désagréable dans le creux de l'estomac. C'est stupide. C'est juste un colis. Un dernier colis. Mais cette route, elle n'a pas l'air d'être empruntée par grand monde. Les pneus crissent sur le bitume glacé. Un son aigu qui résonne dans le silence de la nuit. Je baisse un peu la radio, histoire de mieux entendre le vent et le bruit de mes propres pensées. Le GPS affiche maintenant « Destination atteinte »
alors que je ne suis nulle part. Juste une route vide, bordée d'arbres dénudés, dont les branches chargées de neige ressemblent à des bras squelettiques tendus vers le ciel. Le froid semble s'être intensifié d'un coup, comme si on avait ouvert une porte sur un congélateur. Le chauffage peine à réchauffer l'habitacle. Je frissonne. Ce n'est pas juste le froid, c'est autre chose. Une sensation diffuse, comme si l'air était lourd, chargé d'une attente silencieuse. Je regarde le colis. Il est toujours chaud, encore plus chaud même. Une chaleur qui semble vibrer. J'ai un mauvais pressentiment, un truc viscéral qui me dit de faire demi-tour, de laisser ce colis-là, sur le bord de cette route maudite, et de filer le plus loin possible. Mais le bonus, Alex, le putain de bonus, je serre le volant, mes jointures blanchissent. Allez, encore un peu. Le GPS se met à bugger encore plus fort. Il affiche des symboles bizarres, des formes géométriques qui dansent sur l'écran noir. Et puis, il se stabilise, affichant un nouveau chemin. Un chemin qui n'était pas là avant, un chemin qui s'enfonce dans la forêt. Et une voix synthétique, d'une douceur déconcertante, me dit « Veuillez suivre le nouvel itinéraire. Le chemin initial est bloqué. » Bloqué par quoi, bordel? La neige? Ou autre chose? Le vieil alternateur grogne sous le capot. Un râle mécanique qui se mêle au sifflement du vent contre les vitres. Les essuie-glaces peinent à chasser la neige qui tombe en flocons épais, transformant le paysage en une toile floue de blanc et de gris. L'odeur de l'habitacle, mélange de vieux cuir, de plastique réchauffé et d'une pointe d'ozone due aux décharges électriques du GPS, me prend à la gorge. C'est une odeur de confinement, de routine qui tourne en rond. Et là, d'un truc qui dérape complètement. Je suis sortie de la départementale il y a une bonne demi-heure, guidée par cette saloperie d'IA qui a décidé de réécrire la géographie. Ce n'était plus une route, mais une trace à peine visible, serpentant entre des arbres aux branches chargées de neige comme des épaules voûtées. La voiture cahote sur les aspérités du chemin. Chaque nid de poule, un petit choc dans ma colonne vertébrale. La neige s'accumule, recouvrant les ornières, effaçant toute trace de passage. J'ai l'impression de rouler sur du coton. Un silence cotonneux qui étouffe le bruit du moteur. C'est là que j'ai remarqué la première chose vraiment bizarre. Le téléphone. Mort. Plus de barre. Juste un écran noir qui refuse de s'allumer, même en le branchant sur l'allume-cigare. Comme si le froid glacial avait eu raison de sa batterie. Ou pire, je jette un coup d'œil au GPS. Il clignote toujours. Mais l'itinéraire qu'il affiche maintenant est encore plus fantaisiste. Plus de route. Juste une ligne pointillée qui s'enfonce dans ce qui est censé être une forêt dense. La voix synthétique, elle, reste imperturbable. Veuillez continuer tout droit. Un raccourci vous mènera à votre destination. Un raccourci. J'ai envie de hurler. De quel genre de raccourci on parle? Un raccourci vers le prochain hôpital psychiatrique? L'inquiétude commence à me grignoter les entrailles. Une sensation froide et métallique qui n'a rien à voir avec la température extérieure. J'ai pris ce boulot pour la thune, pour me faire un peu de beurre sur la période des fêtes. Pas pour jouer les exploratrices dans un film d'horreur low cost.
Mais le GPS insiste. La ligne pointillée s'allonge et je sens une sorte de pression invisible qui me pousse à avancer. C'est comme si l'appareil, cette boîte de plastique et de circuits imprimés, avait décidé de mon destin. Je serre le volant, mes jointures blanchissent. L'odeur de l'habitacle devient plus âcre, une odeur de peur qui monte, un peu comme quand on sent le métal chauffer trop fort. Je me force à respirer, à me concentrer sur le chemin, sur les quelques mètres de visibilité que les essuie-glaces me concèdent. Les arbres se font plus serrés. Leurs silhouettes sombres se découpent sur le fond blanc, comme des sentinelles silencieuses. J'ai cette impression désagréable d'être observée, comme si quelque chose, tapi dans l'ombre glacée, guettait mon passage. Le GPS affiche soudain une nouvelle icône. Un petit point rouge clignotant. Destination atteinte, annonce la voix. Mais je ne vois rien d'autre que des arbres et de la neige. Rien qui ressemble de près ou de loin à une adresse. Encore moins à un lieu de livraison. Je m'arrête, le moteur au ralenti. Le silence qui suit est assourdissant. Juste le bruit de ma propre respiration saccadée. Je regarde autour de moi. Le chemin derrière moi semble déjà s'être effacé, englouti par la neige. Je suis coincée, complètement coupée du monde. Mon téléphone est une brique morte. Ma voiture est une boîte de conserve dans un désert blanc. Et ce maudit GPS me dit que je suis arrivée alors qu'il n'y a rien. Rien que le froid, le silence et cette angoisse qui monte, inexorable. La voix synthétique se fait entendre à nouveau. Un ton légèrement différent, presque inquiet. Veuillez suivre le nouvel itinéraire. Mode survie activé. Survie? Bordel. C'est là que j'ai compris que le Père Noël, cette année, il allait me faire une blague particulièrement pourrie. Le GPS a dit « Mode survie activé ». J'ai failli rire. Survie. Dans ma vieille bagnole qui toussait comme un fumeur invétéré, au milieu de nulle part, avec pour seule compagnie un satané GPS qui semblait avoir pété un câble. Nouvel itinéraire, qu'il disait. J'ai levé les yeux au ciel, mais dans cette purée de pois blanche, le ciel, je ne le voyais plus, juste des branches noires qui griffaient le pare-brise. J'ai roulé encore quelques minutes, à l'aveugle, en espérant tomber sur un panneau, une route, n'importe quoi qui ressemble à une civilisation. La neige s'épaississait, transformant la route en un ruban de coton sale. Mes mains étaient glacées sur le volant, mes doigts engourdis. J'ai senti une odeur bizarre, un mélange d'ozone et je ne sais pas, de froid humide, comme de la terre gelée. C'était pas l'odeur habituelle de la forêt, pas celle de la résine ou de la mousse. Non, c'était plus minéral, plus sinistre. Et puis, à travers le voile blanc, j'ai aperçu une lueur. Pas une lumière de phare, pas une lampe de ferme. Des lumières douces, chaudes, qui scintillaient comme des étoiles tombées sur terre. Ça venait d'une petite vallée, juste là, à côté de la route, qui n'en était plus vraiment une. J'ai braqué le volant, ma voiture crissant sur la neige compacte. Au fur et à mesure que je m'approchais, les lumières se sont faites plus nettes. C'était un village, un putain de village de Noël. Je vous jure, c'était sorti tout droit d'une carte postale, d'un film.
des petites maisons en bois, toutes identiques, avec des toits recouverts d'une épaisse couche de neige immaculée. Des guirlandes lumineuses, multicolores, s'enroulaient autour des troncs des sapins, des balcons, des cheminées. Des lanternes suspendues au porche diffusaient une lumière dorée qui se reflétait sur la neige, créant une ambiance féerique. Même les arbres étaient décorés, avec des boules rouges et argentées qui brillaient au milieu des branches chargées de flocons. C'était trop parfait, tellement parfait que ça en devenait irréel. Le silence était assourdissant, seulement brisé par le craquement de la neige sous mes pneus. Pas un bruit de moteur, pas un chien qui aboie, pas une âme qui vive. Juste cette beauté figée, comme si le temps s'était arrêté sur le coup de minuit, la veille de Noël. J'ai garé la voiture devant ce qui ressemblait à une petite place centrale. Au milieu, un immense sapin de Noël, décoré à l'excès, avec des étoiles dorées au sommet et des cadeaux emballés à sa base. Des bancs en bois étaient disposés tout autour, et sur ces bancs, il y avait du monde. Au début, j'ai cru que c'étaient des gens. Ils étaient assis là, immobiles, mais habillés pour les fêtes. Des manteaux chauds, des bonnets de laine, des écharpes colorées. Un homme était penché sur une table, devant une assiette remplie de ce qui ressemblait à des biscuits. Une femme tenait un bébé dans ses bras, son regard perdu dans le vide. Un groupe d'enfants semblait écouter quelqu'un raconter une histoire, mais plus je les regardais, plus mon estomac se nouait. Il y avait quelque chose qui clochait. Leurs visages, ils étaient trop parfaits, trop lisses, comme des masques. Leurs yeux étaient vides, d'un bleu ou d'un marron terne, sans aucune vie. Et puis, il y a eu ce mouvement. J'ai détourné le regard une seconde pour regarder mon GPS qui affichait toujours « Nouvel itinéraire ». Quand je l'ai relevé, la femme qui tenait le bébé, elle n'avait plus le bébé dans les bras. Elle tenait maintenant une tasse de thé. Et l'homme qui mangeait des biscuits, il avait la tête tournée vers moi, un sourire figé sur les lèvres. Mon cœur a fait un bond dans la poitrine. Non, c'était pas possible. Le froid, la fatigue, le stress, ça me jouait des tours. J'ai cligné des yeux plusieurs fois, secoué la tête. J'ai regardé à nouveau. L'homme avait sa tête baissée, comme avant. La femme tenait toujours le bébé. C'était une illusion. Une hallucination due au froid. J'ai essayé de me raisonner. Il fallait que je sorte de là. J'ai allumé les phares, espérant que le faisceau balayerait le village et révélerait la réalité. Mais les lumières semblaient se heurter à un mur invisible, incapable de percer cette atmosphère irréelle. Puis, une nouvelle voix a résonné dans l'habitacle. Pas celle du GPS. Une voix différente, plus grave, plus humaine, mais avec une froideur glaçante. Bienvenue dans le village de Noël, voyageurs. Nous vous attendions. J'ai sursauté, le souffle coupé. D'où venait cette voix? J'ai cherché partout, mais il n'y avait personne. J'étais seule dans la voiture, entourée de ce décor de cartes postales mensongers. J'ai regardé à nouveau les figures sur les bancs. Et là, j'ai vu le petit garçon qui semblait écouter une histoire. Il avait levé la tête, et ses yeux vides me fixaient droit dans les miens. Et lentement, très lentement, sa bouche s'est ouverte,
révélant une rangée de dents trop blanches, trop parfaites. Un sourire qui n'avait rien d'humain. J'ai senti une vague de nausées monter. C'était pas des gens. C'était pas des mannequins normaux. C'était autre chose. Quelque chose qui bougeait quand je ne regardais pas. Quelque chose qui me parlait. Le GPS a repris la parole. Sa voix mécanique redevenue plus insistante. Nouvel itinéraire calculé. Veuillez suivre les indications pour rejoindre le centre du village. La température extérieure est de moins 15 degrés Celsius. Recommandation. Restez à l'intérieur. Restez à l'intérieur dans ce village de cauchemar? Jamais. J'ai serré le volant de toutes mes forces, mes jointures blanches. J'ai regardé autour de moi, cherchant une issue, une faille dans cette mise en scène macabre. La neige continuait de tomber, silencieuse, complice. Et au milieu de ce silence, je pouvais entendre un son nouveau, un léger murmure, comme des milliers de petits grattements sous la neige. J'ai eu un frisson glacial qui n'avait rien à voir avec la température. Ce village n'était pas une illusion, c'était un piège. Et j'étais en train de tomber dedans. Le GPS a affiché une nouvelle adresse. Une adresse qui n'existait pas une heure plus tôt. Une adresse qui m'a tiré hors de la voiture. Mes pieds s'enfonçant dans la neige vierge avec un craquement satisfaisant. L'air sentait le pain et quelque chose d'autre. Quelque chose de doux et sucré, comme des biscuits sortant du four. Trop parfait, vraiment trop parfait. Mes mains étaient gelées, mes doigts engourdis. Et pourtant, une étrange chaleur émanait de ce village. La route principale se transformait en un chemin de pierre, bordé de petites maisons aux toits couverts de neige, chacune ornée de guirlandes lumineuses qui scintillaient joyeusement. C'était comme sortir d'un film de Noël, mais le genre qui te donne la chair de poule, malgré les lumières et la musique ambiante imaginaire. J'ai avancé, le bruit de mes pas sur la neige comme le seul son dans ce paysage figé. C'est là que je l'ai vue. La maison indiquée par le GPS. Elle était encore plus belle que les autres. Une grande bâtisse en bois, peinte en rouge vif, avec des volets blancs immaculés et un gros sapin décoré sur le perron. Une fumée s'échappait doucement de la cheminée, ajoutant à l'illusion d'une vie paisible. La porte d'entrée était entr'ouverte. Pas un courant d'air, pas un grincement, juste entr'ouverte, comme si quelqu'un m'attendait. J'ai hésité. Mon instinct hurlait de faire demi-tour, de remonter dans ma voiture et de me perdre à nouveau dans la tempête, plutôt que de franchir ce seuil. Mais la curiosité, ce vilain défaut, a pris le dessus. Et puis, il y avait cette livraison, la dernière, la plus lucrative. Je ne pouvais pas repartir bredouille. J'ai poussé la porte doucement. Le son du bois qui racle contre le sol a résonné dans le silence de la maison. L'odeur de pain d'épices et de pain s'est intensifiée, mêlée cette fois à une note subtile, presque imperceptible, d'encens. Et là, j'ai vu la scène. La pièce principale était une salle à manger. Une immense table en bois sombre était dressée pour un festin de Noël. Des assiettes en porcelaine fine, des couverts en argent étincelant, des verres à pied remplis d'un liquide ambré. Des bougies créaient une lumière tamisée et chaleureuse. Des
cadeaux joliment emballés étaient empilés sous un sapin magnifique, dont les branches bloquaient sous le poids des décorations. C'était parfait, trop parfait. Et puis, j'ai vu les invités. Ils étaient assis autour de la table. Un homme d'âge mûr, en costume, le visage souriant, une main posée sur son verre, une femme élégante, le regard perdu dans le vide, un collier de perles nacrées autour du cou, des enfants, du petit garçon en tenue de fête, un tenant une toupie, l'autre un soldat de bois. Ils étaient tous incroyablement réalistes. La texture de leur peau, les détails de leurs vêtements, la façon dont leurs mains reposaient sur les couverts. C'était d'un réalisme époustouflant, mais ils ne bougeaient pas. Pas un cil, pas un souffle. Leurs yeux, d'un bleu ou d'un brun intense, fixaient un point invisible, une sorte de point d'éternité. Il y avait une immobilité totale, une absence de vie qui aurait dû me faire comprendre tout de suite. Mais mon cerveau a mis un temps fou à assimiler. J'ai d'abord pensé qu'ils étaient très calmes, ou peut-être qu'ils attendaient. Attendaient quoi? Le coup d'envoi d'une fête? J'ai fait un pas dans la pièce. Le parquet a craqué sous mes bottes. Personne n'a réagi. J'ai fait un autre pas, m'approchant de la table. Le silence était assourdissant. Un silence lourd, épais, qui semblait absorber tous les sons. J'ai regardé l'homme en costume de plus près. Sa peau était lisse, sans un défaut. Ses cheveux étaient parfaitement coiffés. Ses yeux étaient vitreux. C'est là que la première vague de malaise m'a frappée. J'ai levé les yeux vers la femme à sa droite. Elle portait une robe rouge, une couleur si profonde qu'elle semblait presque vivante. Mais son visage était figé dans une expression de joie forcée. Et ses yeux étaient comme ceux d'une poupée. J'ai senti mon estomac se serrer. Ce n'était pas une fête, c'était une scène. J'ai reculé d'un pas, ma main cherchant instinctivement la poche de mon manteau, comme si je pouvais trouver un téléphone fonctionnel ici. J'ai jeté un coup d'œil aux enfants. Le plus jeune, celui qui tenait la toupie, avait un sourire si large qu'il en devenait dérangeant. Et ses yeux, les mêmes yeux vitreux, un rire nerveux m'a échappé. C'était absurde, complètement absurde. Des mannequins, dans une maison perdue au milieu de nulle part, décorée pour Noël. Qui ferait une chose pareille? J'ai levé les yeux au ciel, cherchant une explication rationnelle. Peut-être une sorte d'installation artistique, un piège à touristes particulièrement élaboré. C'est à ce moment-là que j'ai senti un mouvement du coin de l'œil. J'ai tourné la tête vivement. L'homme en costume. Sa tête s'était légèrement tournée vers moi. Son sourire semblait plus large, plus prédateur. Mon cœur a fait un bond dans ma poitrine. J'ai cligné des yeux et sa tête était redevenue droite, fixant son verre. Non, j'avais dû me tromper. La fatigue, le froid, le stress, ça me jouait des tours. J'ai secoué la tête, essayant de chasser cette image. J'ai regardé à nouveau la femme en robe rouge. Sa main, qui était posée sur la table, semblait avoir bougé. Ses doigts étaient légèrement plus courbés autour de son verre. J'ai senti une sueur froide perler sur mon front. Ce n'était pas la fatigue. J'ai retiré ma main de ma poche. Mes doigts tremblaient légèrement.
J'ai fait un pas en arrière, vers la porte. Et c'est là que j'ai vu le garçon avec le soldat de bois. Il tenait son jouet dans une main. Mais l'autre, qui était initialement posé sur ses genoux, était maintenant légèrement levé, comme s'il s'apprêtait à le poser sur la table. Mon souffle s'est coupé. Il bougeait, lentement, presque imperceptiblement, mais il bougeait. Chaque fois que je détournais le regard, ne serait-ce qu'une seconde, il changeait de position. C'était comme un jeu macabre, un jeu dont je ne comprenais pas encore les règles. L'ambiance n'était plus déroutante, elle était terrifiante. Le silence n'était plus paisible, il était menaçant. Et cette odeur sucrée, elle commençait à me donner la nausée. Le colis était là, posé sur le coin de la table, juste à côté d'une assiette de ce qui ressemblait à une dinde rôtie. Tout était si parfait, trop parfait. Les lumières douces des bougies dansaient sur les nappes immaculées. Les guirlandes scintillaient sur le sapin imposant au centre de la pièce. Et l'odeur du pain et des épices flottait dans l'air, entremêlée à cette fragrance sucrée et entêtante qui commençait sérieusement à me saouler. J'ai posé le paquet, mes doigts gourds à peine capables de le lâcher. C'est là que je l'ai vu, ou plutôt que j'ai senti qu'il y avait quelque chose. La figure assise à la tête de la table, celle qui semblait présider à ce repas fantomatique, avait sa tête légèrement tournée. Pas beaucoup, juste un angle infime, comme si elle avait jeté un coup d'œil discret vers moi. J'ai cligné des yeux, me disant que c'était la fatigue, les reflets des bougies, mon propre stress qui me jouait des tours. Quand j'ai rouvert les yeux, sa tête semblait un peu plus droite, dans une pose plus naturelle, plus posée. « C'est juste moi, Anna », j'ai murmuré, la voix rauque. Trop de café, pas assez de sommeil, et cette livraison de merde à la dernière minute, évidemment. J'ai sorti mon téléphone, juste pour vérifier un message anodin, un truc sur une nouvelle commande. J'ai baissé les yeux pendant quoi? 3 secondes? 5 au maximum? Quand j'ai relevé la tête, mon cœur a fait un bond dans ma poitrine. La femme à la tête de table avait maintenant tourné la tête vers la fenêtre, son regard perdu dans la neige qui tombe. Et ce n'était pas tout. Le type assis en face d'elle, celui avec le costume impeccable, avait son bras légèrement relevé, comme s'il était sur le point de porter un verre à ses lèvres. Sa main, figée un instant plus tôt, semblait maintenant se mouvoir. J'ai senti une vague de froid me parcourir l'échine, bien plus intense que celui de dehors. La chaleur bizarre du village. Ce n'était pas de la chaleur, c'était un piège. J'ai balayé la pièce du regard, mes pupilles dilatées, essayant de ne pas paniquer. Le vieil homme avec la barbe blanche, juste à ma droite, avait subtilement penché le torse vers l'avant. Sa main, qui reposait sur la table, semblait s'être rapprochée de son assiette. La jeune femme en robe bleue, de l'autre côté, avait ses doigts entrelacés différemment. Chaque détail, chaque posture avait changé. C'était comme si, dans le bref instant où j'avais regardé mon téléphone, tout le monde s'était réajusté, me regardant, attendant. Non, 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 j'ai bredouillé, reculant d'un pas. L'odeur sucrée est devenue écœurante, presque suffocante. Elle piquait mes narines, me donnait la nausée. J'ai jeté un coup d'œil à mon GPS. L'adresse était toujours là,
Mais le nom du village avait changé. Il affichait maintenant un truc du genre « le refuge éternel ». Et la navigation, elle avait basculé. Plus de destination atteinte. Juste une nouvelle instruction, en gros caractères rouges clignotants. Survivre. Merde. Merde, merde, merde. Je devais partir. Maintenant, j'ai fait demi-tour, mes pieds traînant sur le tapis épais, mon regard fuyant ces figures figées qui n'étaient plus figées du tout. Je ne voulais pas voir s'ils bougeaient encore. Je ne voulais pas savoir s'ils me regardaient. La porte d'entrée semblait à des kilomètres. J'ai tendu la main vers la poignée, mes doigts tremblant si fort que j'ai failli la manquer. C'est à ce moment-là que j'ai entendu un son faible, presque imperceptible, venant de la table. Un craquement, puis un autre, comme du bois qui travaille, ou des articulations qui s'étirent. J'ai tourné la tête, malgré moi, malgré toute la terreur qui m'envahissait. La femme à la tête de table, elle était penchée en avant. Son visage, un visage de cire parfait, mais sans vie, maintenant tourné directement vers moi. Ses yeux de verre semblaient me fixer, un sourire figé sur ses lèvres peintes. Et derrière elle, le sapin a scintillé d'une lumière plus vive, comme s'il réagissait à ma peur. Mon téléphone est tombé de ma main et a atterri sur le tapis avec un bruit sourd. Je n'ai pas osé le ramasser. Je n'ai pas osé regarder où étaient tombés mes pieds. La seule chose que je pouvais faire, c'était fixer cette créature, cette chose qui me regardait depuis le bout de la table. Le silence s'est fait lourd, oppressant, et j'ai senti une pression monter dans mes tempes. L'odeur sucrée s'est intensifiée, envahissant tout, comme si elle voulait m'étouffer. J'ai entendu un léger grattement, comme des ongles sur du bois, venant de la droite, puis un souffle qui n'était pas le mien. J'ai enfin trouvé la force de me jeter en arrière, mes mains frappant la porte. J'ai tourné la poignée, l'ai ouverte à la volée, et me suis jetée dehors, dans le froid mordant de la nuit. La porte s'est refermée derrière moi avec un claquement sec, me coupant du silence de la maison. J'ai couru sans regarder derrière moi, mes poumons brûlants, mes jambes me portant à travers la neige silencieuse. Le GPS dans la poche vibrait frénétiquement. L'instruction « survivre » clignotant dans ma tête comme une menace. Je n'ai pas regardé la maison. Je n'ai pas regardé les fenêtres. Je n'ai pas voulu voir s'il y avait des visages qui me regardaient, figés ou non, à travers le verre. Je voulais juste sortir de ce village de merde, loin de cette odeur, loin de ce silence qui criait. J'ai bégayé un son rauque, un mélange de peur et de dégoût. Mes mains tremblaient tellement que j'ai failli laisser tomber mon téléphone. La dinde sur la table, l'air si parfaite, semblait soudain prête à pourrir sur place. Les bougies, leurs flammes immobiles, projetaient une lumière trop vive, trop artificielle sur les visages de cire. J'ai forcé mes yeux à se concentrer sur la femme assise en face de moi, celle avec le foulard rouge. Elle était immobile, son regard vide fixé sur le centre de la table. Juste une seconde, juste le temps de reprendre mon souffle, de me dire que c'était juste mon imagination, le stress, le manque de sommeil, le café qui me jouait des tours. Quand j'ai rouvert les yeux, sa tête était légèrement tournée vers la droite.
son menton effleurant presque l'épaule, et sa main, celle qui était posée sur la nappe, était maintenant croisée sur celle de son voisin. Mon cœur a fait un bond dans ma poitrine. Non, 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 c'était impossible. J'ai balayé du regard la table entière. L'homme à sa gauche, le vieux avec le nœud papillon, avait sa main gauche sur le bras de sa chaise. Avant, elle était sur ses genoux, et la petite fille, celle qui tenait une poupée, avait sa poupée un peu plus bas, sur sa cuisse. Des détails infimes, presque imperceptibles si on ne cherchait pas. Mais je cherchais désespérément une explication rationnelle. Et je ne trouvais que des preuves de l'absurdité. J'ai détourné le regard, juste pour voir, juste pour confirmer. Un battement de cils, une microseconde où mon champ de vision était vide. Quand mes yeux sont revenus, le vieux avait sa main sur son genou. La petite fille avait sa poupée sur sa cuisse. Et la femme au foulard rouge, elle était de nouveau exactement comme je l'avais vue la première fois, le regard droit devant, la main posée sur la nappe. Une vague de froid m'a parcouru l'échine, plus intense que le gel dehors. Ce n'était pas une hallucination, c'était réel. Ces choses, elles bougeaient, elles changeaient de position quand je ne regardais pas, comme des marionnettes dont on tire les fils dans l'ombre. Et le silence. Mon Dieu, le silence. Le vent dehors semblait hurler, un rugissement sourd qui faisait vibrer les vitres. Chaque craquement de la neige sous mes bottes, quand j'avais marché jusqu'ici, résonnait dans ma tête. Ici, dans cette maison, il n'y avait que le léger sifflement du vent à travers les interstices des murs et le craquement occasionnel du bois. C'était un silence assourdissant, un silence plein de choses non dites, de choses qui attendaient. J'ai senti une nausée monter, l'odeur de pain d'épices, de dinde rôtie, tout ça me donnait la gerbe. C'était une odeur de mort, une odeur de piège parfaitement mise en scène. J'ai regardé autour de moi, dans la pièce. La vaisselle était impeccable, les serviettes pliées avec une précision militaire, les bougies allumées. Tout était prêt pour un repas de fête, mais personne n'était là pour le partager. Ou plutôt si, ces êtres étaient là, et ils jouaient leur rôle à la perfection, attendant mon regard pour changer de pose, comme pour me narguer, me faire comprendre que j'étais le seul vivant dans cette mise en scène macabre. Je me suis levée lentement, chaque mouvement me semblant incroyablement bruyant. Le bois du plancher a gémi sous mon poids. Les têtes sur la table n'ont pas bougé. Elles étaient figées, mais je savais qu'elles attendaient. Elles attendaient que je me retourne, que je regarde ailleurs, pour reprendre leur danse silencieuse. Le GPS dans la poche a vibré à nouveau. J'ai sorti mon téléphone, le cœur battant la chamade. L'écran affichait toujours « Survivre ». Mais cette fois, en dessous, une nouvelle instruction était apparue, plus petite, presque timide. Ne pas les regarder trop longtemps. Qu'est-ce que ça voulait dire ? Ne pas les regarder trop longtemps ? Ou ne pas les regarder du tout ? J'ai senti la panique monter, une panique froide et piquante qui me glaçait le sang. Je devais sortir. Maintenant, j'ai fait un pas vers la porte, le regard rivé sur la table, voulant m'assurer qu'aucune main ne se tendait vers moi pendant que je me déplaçais. Mais la table était longue,
et la porte était de l'autre côté. J'ai dû tourner la tête, juste un instant. Quand j'ai fini de me retourner, la femme au foulard rouge avait sa main levée, comme pour me faire signe. Et le vieux, le nœud papillon, avait son verre à moitié plein levé, comme pour trinquer. Je me suis figée. J'ai senti mes jambes devenir du coton. Je ne pouvais pas bouger. J'étais prise au piège, dans une maison remplie de pantins animés par une force invisible. Une force qui se nourrissait de mon regard. J'ai fermé les yeux, respirant profondément, essayant de chasser l'image de ses mains qui se levaient. Le vent dehors semblait se faire plus fort, comme s'il voulait entrer, comme s'il voulait me prendre. Et puis, j'ai entendu un son faible, mais distinct, un grattement. Ça venait de l'étage. J'ai rouvert les yeux, le cœur battant à tout rompre contre mes côtes. Le grattement. Il s'était arrêté. Ou alors, j'avais juste arrêté de l'entendre, trop occupée à essayer de comprendre ce qui se passait dans cette pièce. Les visages de cire. Ils étaient toujours là, figés dans des sourires figés, leurs yeux vides, fixant le vide. Mais j'avais vu le léger mouvement de la tête de la vieille dame à ma droite, juste au moment où je détournais le regard pour me concentrer sur la dinde froide sur la table, et le bras du type en face, qui semblait s'être légèrement levé. C'était un détail infime, presque imperceptible, mais ça avait suffi à me glacer le sang. J'ai regardé mes mains. Elles tremblaient tellement que j'avais du mal à les tenir droites. L'odeur de la dinde maintenant me donnait la nausée. Un mélange de gras rance et de quelque chose de sucré, comme un parfum bon marché. Je ne pouvais pas rester là, pas une seconde de plus. J'ai jeté un coup d'œil à la fenêtre. La neige tombait toujours, épaisse, créant une barrière blanche entre moi et le monde extérieur, et entre moi et une potentielle sortie. C'est là que j'ai entendu le bip, un petit bip régulier, insistant. Mon téléphone, il était posé sur la table, à côté de mon paquet de cigarettes éteint. Je l'ai attrapé, les doigts engourdis par le froid et la peur. L'écran s'est allumé, révélant une notification de l'application GPS. Mon cœur a fait un bond dans ma poitrine. L'application qui m'avait mené ici, dans ce cauchemar blanc. L'écran du GPS était différent. Plus d'itinéraire, plus de destination, juste un message clignotant en lettres rouges vives. Survie. Et en dessous, une barre de progression qui semblait se remplir lentement. Je ne comprenais pas. C'était quoi ce délire? Un bug? Une blague de mauvais goût? Mais le ton du message, la froideur du rouge, ça ne ressemblait à rien de ce que j'avais vu auparavant. Puis, l'écran a changé à nouveau. Une carte est apparue. Mais ce n'était pas la carte de la vallée. C'était une carte en 3D, vue d'en haut, montrant des sentiers sinueux qui serpentaient à travers les montagnes enneigées. Mon véhicule était représenté par un petit point bleu, et autour de moi, une myriade de chemins s'ouvraient, tous plus improbables les uns que les autres. Certains semblaient mener à des falaises abruptes, d'autres à des ravins obscurs. Et puis, une voix synthétique, sortie des haut-parleurs de la voiture, a retenti. Une voix que j'avais entendue 1000 fois, mais qui, maintenant, me glaçait d'effroi. Recalcul de l'itinéraire.
Nouvelle destination, survie. Le point bleu a commencé à bouger. Sans que je ne touche rien, il s'est dirigé vers un sentier qui semblait plonger dans l'obscurité d'une forêt dense. « Attention », a dit la voix, « route verglacée. Risque de dérapage élevé. » J'ai regardé autour de moi. Les pantins, ils n'avaient pas bougé. Pas une seule seconde. C'était le GPS. C'était lui qui me parlait, qui me guidait, qui me donnait des ordres. Il avait cessé d'être un outil pour devenir autre chose. Un maître, un geôlier. Ignorer l'itinéraire actuel, a annoncé la voix, toujours aussi calme. Prochaine suggestion, sentier de montagne. Altitude, 2000 mètres. Dénivelé, 45 degrés. Un nouveau chemin s'est affiché sur la carte. Une ligne fine et tremblante qui s'élevait vers le ciel, disparaissant dans les nuages. Ça ressemblait à une blague cruelle. Comment étais-je censé suivre ça? Ma vieille camionnette n'avait jamais vu de la neige aussi profonde, et encore moins de telles pentes. Alternative, retour par la vallée, a dit la voix. Attention, zone de brouillard dense, visibilité nulle. La carte a montré un autre chemin, celui par lequel j'étais arrivé. Mais cette fois, il était bordé de petites icônes représentant des flocons de neige et un symbole d'alerte. Le brouillard. Bien sûr, le brouillard qui cachait ce qui se trouvait juste derrière les arbres. J'ai posé le téléphone sur la table. Mes mains tremblaient toujours. J'ai essayé de réfléchir. Qu'est-ce que ce GPS voulait? Me faire sortir d'ici? Ou m'enfoncer encore plus? Pourquoi survie? J'ai levé les yeux vers la table. Les pantins. La vieille dame avait tourné la tête. Son regard vide était maintenant fixé sur moi, et le type en face avait levé une main. Ses doigts longs et pâles, pointant vers moi. Un frisson a parcouru ma colonne vertébrale. Il bougeait vraiment. Il est temps de prendre une décision, a murmuré la voix du GPS. Le temps presse. Le temps presse. Oui, je le sentais. Ce n'était pas juste une livraison qui avait mal tourné. C'était un piège. Et ce GPS, c'était la clé ou la serrure. Il me proposait des options, mais aucune ne semblait mener à la sortie. Chaque chemin était un pari, une plongée dans l'inconnu. La route verglacée, le sentier impossible, le brouillard mortel. J'ai regardé à nouveau la carte. Le point bleu, ma camionnette, était toujours au centre. Et autour, les chemins s'étiraient comme des veines, chacun promettant une aventure différente, une mort différente. J'ai pensé à mes parents, à mes amis, à ce repas de Noël que je ne ferais pas. Une vague de panique m'a submergée. « Quel chemin choisissez-vous » a demandé la voix. Elle semblait presque impatiente. Je fermai les yeux. L'odeur de la dinde, le froid qui s'infiltrait par les interstices de la maison, le silence pesant entrecoupé par le bruit du vent et les visages, ces foutus visages qui me regardaient, qui attendaient. J'ai rouvert les yeux. Mon regard est tombé sur le téléphone. L'écran affichait toujours les chemins. Le sentier de montagne, la route verglacée, la vallée brumeuse. Et le message « Survie ». J'ai attrapé le téléphone. Mes doigts ont effleuré l'écran. Il fallait choisir. Il fallait bouger.
Mais où aller? Le GPS ne me donnait pas la solution. Il me donnait des choix, des risques. Il me poussait à jouer sa partie. La route de montagne est la plus rapide, a dit la voix, mais la plus dangereuse. J'ai regardé la ligne tremblante qui grimpait vers le ciel. L'idée de m'enfoncer dans cette forêt dense ou de me perdre dans le brouillard me terrifiait encore plus. Peut-être que le GPS me mentait. Peut-être que le danger le plus grand était celui qu'il me cachait. La vallée est la plus sûre, a continué la voix. Si vous parvenez à naviguer dans le brouillard, sûr? Rien dans cet endroit ne semblait sûr. Le danger était partout, tapi dans le silence, dans les sourires figés, dans les mouvements imperceptibles. J'ai appuyé sur la route de montagne. Une petite animation a confirmé mon choix. Le point bleu a commencé à avancer sur la carte, s'élevant inexorablement. La voix a répété. Route de montagne sélectionnée. Attention, conditions extrêmes. Mon estomac s'est noué. J'allais devoir sortir de cette maison, de cette vallée. Et pour aller où? Et surtout pour revenir. Le GPS ne parlait que de survie. Pas de retour. La carte a fini de charger. Un chemin sinueux, dessiné en rouge vif, serpentait à travers une masse blanche qui devait représenter la neige. Pas de nom de village, pas de route principale. Juste cette ligne rouge tremblotante qui me menait droit vers... Quoi? La voix du GPS a crépité, comme si elle venait du fond d'un puits. Itinéraire de survie activé. Rester sur le chemin indiqué. Survie. Ça ne présageait rien de bon. J'ai regardé par la fenêtre. La neige tombait toujours, drue, aveuglante. Les flocons s'écrasaient contre la vitre avec un bruit feutré, comme des murmures insistants. L'air sentait le sapin et le froid, un froid qui piquait la gorge et donnait l'impression que les poumons allaient geler. J'ai posé mon téléphone sur la table, près de la dinde glacée. Son écran projetait une lueur bleutée sur ma peau pâle. La barre de progression du message « Survie » était à 15%. Qu'est-ce que ça voulait dire? Que j'avais 15% de chance de survivre? Ou que la survie était en cours à 15%? J'ai repoussé la dinde d'un geste brusque. Son odeur fade, un mélange de gras rassis et de quelque chose de vaguement métallique m'a donné la nausée. Il fallait que je bouge. Rester ici, c'était attendre de mourir. J'ai attrapé mon téléphone et j'ai ouvert la porte d'entrée. Un vent glacial s'est engouffré, charriant une neige fine qui s'est collée à mes vêtements. Dehors, le silence était assourdissant, seulement brisé par le sifflement du vent dans les branches des arbres enneigés. Les maisons, alignées de part et d'autre de la rue principale, étaient décorées de guirlandes lumineuses qui scintillaient faiblement sous les flocons. Des boules de Noël, d'un rouge éclatant, pendaient aux branches des sapins plantés devant chaque porte. C'était une scène de carte postale. Un Noël parfait. Trop parfait. J'ai commencé à marcher, en suivant la ligne rouge de mon GPS. Le téléphone vibrait dans ma main. La carte se mettait à jour à chaque pas. Les maisons défilaient. Et à chaque fenêtre, je voyais des silhouettes. Des gens assis à table. Des enfants jouant près de la cheminée. Des couples échangeant des cadeaux. Mais aucun d'eux ne bougeait. Ils étaient figés, leur visage peint d'un sourire figé.
leurs yeux vides fixés droit devant eux. Des mannequins d'un réalisme terrifiant. J'ai accéléré le pas, le cœur battant la chamade. L'odeur de sapin s'intensifiait, mêlée à une odeur sucrée, comme du pain d'épices trop cuit. J'ai jeté un coup d'œil rapide à une maison particulièrement bien décorée. Une famille était assise autour d'une table chargée de victuailles. Une femme, vêtue d'une robe rouge, tenait une coupe de vin à moitié pleine. Un homme, en costume sombre, avait la main posée sur la table. Les enfants, eux, semblaient attendre patiemment leur tour pour ouvrir un cadeau. J'ai détourné le regard, une sueur froide pernant sur mon front. Quand j'ai rouvert les yeux, le mannequin de la femme avait tourné la tête vers moi. Son sourire semblait s'être élargi, dévoilant des dents trop blanches, trop parfaites. J'ai paniqué, j'ai couru. Les rues semblaient se rétrécir, les maisons se rapprochaient. Les portes s'ouvraient et se fermaient doucement, comme des mâchoires prêtes à me happer. Les silhouettes aux fenêtres bougeaient. Pas beaucoup, juste un léger mouvement de tête, un changement d'angle de bras. Elles me suivaient du regard, leurs yeux vides semblant me suivre dans mon errance désespérée. J'ai trébuché. Mes jambes ne répondaient plus. Je me suis retrouvée projetée dans une maison dont la porte s'était ouverte juste devant moi. Un homme, assis à une table, m'a fait signe de m'approcher. Il portait un pull de Noël criard et avait un regard étonnamment vif pour un mannequin. Ou plutôt, il avait l'air d'avoir un regard vif. Son visage était d'une précision troublante. Chaque ride, chaque mèche de cheveux semblait réelle. « Asseyez-vous », a semblé dire son regard. La maison était décorée avec le même goût que les autres. Une dinde rôtie trônait sur la table, dégageant une odeur plus appétissante que celle de la précédente. Des assiettes étaient dressées, remplies de ce qui ressemblait à des légumes d'hiver et de pommes de terre. Le mannequin m'invitait à partager ce repas imaginaire. J'ai reculé, le souffle court. La nausée m'a submergée. « Non », ai-je murmuré. Le mannequin a tendu une main vers moi. Ses doigts étaient légèrement écartés, comme pour me tendre une part de nourriture. Sa peau, d'une texture cireuse, semblait étrangement chaude. Son regard vide, qui jusque-là me semblait juste, vide, s'est rempli d'une intention, une intention malveillante, glaciale. C'était un piège parfait, tendu par des mains immobiles. J'ai senti une présence derrière moi, une pression dans l'air. Les portes de la maison se sont refermées en douceur, le piégeant avec cet invité silencieux. La barre de progression sur mon téléphone était maintenant à 22%. La carte indiquait que je devais rester là. Le chemin rouge s'était arrêté et la voix du GPS a résonné dans le silence. « Attendez, attendez !» La voix du GPS, une sirène synthétique et glaciale, résonnait dans mes tympans comme un coup de marteau. Attendre quoi? Que la dinde pourrie finisse de me faire gerber? Que les ombres dans les maisons s'animent? Non, pas question. J'ai senti le froid me mordre les joues. La neige crissait sous mes bottes comme des os brisés. Mon cœur cognait contre mes côtes. Une petite chose affolée dans une cage de glace. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Une impulsion, un instinct de survie primaire. J'ai tourné le dos à cette porte qui venait de se refermer sur moi comme une mâchoire, et j'ai couru.
J'ai couru sans regarder, juste en suivant cette putain de ligne rouge qui s'était remise à pulser sur mon écran. Un serpent lumineux dans le blanc infini. Le téléphone vibrait dans ma main. Une petite secousse électrique qui me rappelait que j'étais encore connectée à quelque chose, même si cette chose semblait me vouloir du mal. Les maisons défilaient, toutes identiques dans leur perfection macabre. Sapins décorés, guirlandes scintillantes, lumière chaude qui filtrait par les fenêtres. Mais derrière ces façades accueillantes, il y avait ce silence lourd, épais, comme si toute la vie avait été aspirée. J'ai jeté un coup d'œil furtif à travers une fenêtre. Une famille attablée. Père, mère, 2 enfants. Sourire figé, yeux vides. Des mannequins, des putains de mannequins d'un réalisme terrifiant. Leurs vêtements étaient impeccables, leurs expressions figées dans une joie éternelle. J'ai détourné le regard, une nausée nouvelle montant dans ma gorge. L'odeur de la dinde, cette fois, était plus forte, mêlée à celle de l'ozone, comme après un orage. Et puis, j'ai entendu un craquement, lent, délibéré. J'ai osé regarder à nouveau. Le père, celui à la tête de la table, avait légèrement tourné la tête vers moi. Ses yeux de verre semblaient me fixer. J'ai reculé d'un pas, mon souffle se bloquant dans ma poitrine. J'ai fermé les yeux une fraction de seconde, me disant que c'était le froid, le stress, que mon cerveau me jouait des tours. Quand j'ai rouvert les yeux, il était de nouveau tourné vers sa famille, son sourire figé, intact. Mais le verre de vin qu'il tenait dans sa main, il était légèrement plus bas. Mon sang s'est glacé. Non, 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 non. J'ai accéléré le pas, ma respiration devenant saccadée. La ligne rouge me guidait, me serpentant entre les maisons, me faisant tourner dans des ruelles étroites où l'ombre des toits semblait s'étirer comme des griffes. J'ai senti une nouvelle vibration dans ma main. Le GPS. Nouveau chemin détecté. Priorité. Survie. La barre de progression survie était à 28%. Ça ne voulait rien dire. Ça ne voulait jamais rien dire de concret. J'ai débouché sur une place. Au centre, un grand sapin de Noël, couvert de lumière scintillante. Autour, des bancs, des lanternes et des mannequins, assis, debout, certains semblant discuter. Un couple se tenait la main. Une vieille femme lisait un livre. Tout était d'un calme surnaturel. J'ai senti une odeur de pain d'épices, douce et réconfortante. Puis elle a été balayée par cette puanteur de sapin et de pourriture. J'ai voulu traverser la place pour retrouver la ligne rouge. Mais quelque chose m'a arrêté. Un homme, debout près d'un lampadaire, me regardait, pas comme les autres. Son regard semblait vivant. Une lueur dans ses yeux de verre. Il avait un sourire étrange, presque moqueur. J'ai fixé ses mains. Elles étaient gantées de blanc immaculé. Et puis, lentement, très lentement, son pouce a commencé à bouger. Un petit mouvement subtil, comme s'il me faisait un signe. J'ai crié, un son rauque, étranglé. J'ai tourné les talons et j'ai couru. Je ne savais plus où j'allais, juste que je devais fuir. J'ai plongé dans une ruelle, puis une autre. La neige s'accumulait, rendant chaque pas plus difficile. Mon souffle
était une brûlure dans ma gorge. Mes poumons hurlaient. J'ai trébuché. Je suis tombée dans la neige. Le froid m'a transpercée. J'ai senti le poids de mon sac à dos, le froid du téléphone dans ma main. Itinéraire mis à jour, a murmuré le GPS. J'ai levé les yeux. La ligne rouge me ramenait exactement d'où je venais, vers la Produce, vers l'homme aux pouces mouvants. Non, j'ai soufflé. Pas encore. Je me suis relevée. La neige collée à mes vêtements, à mes cheveux. J'ai regardé autour de moi. Les maisons semblaient se rapprocher, les ruelles se tordre. C'était un labyrinthe, un putain de labyrinthe de Noël. J'ai essayé de prendre une autre direction, une rue qui semblait plus large. Elle s'est terminée en cul-de-sac. Une autre, et j'ai retrouvé la façade de la maison d'où j'avais fui. La porte était fermée, silencieuse. « Attendez », a répété la voix du GPS, plus insistante cette fois. « Vous êtes proche. » Proche de quoi? De devenir moi-même un de ces pantins figés. J'ai senti la panique monter, une vague glacée qui menaçait de me submerger. J'ai couru de nouveau, sans but, juste pour bouger, pour ne pas céder à la peur qui me paralysait. Les lumières de Noël scintillaient, moqueuses. L'odeur de la dinde revenait par intermittence, plus forte, plus écœurante. J'ai aperçu un homme assis sur un banc, le regard perdu dans le vide. Je me suis approchée, une lueur d'espoir. Peut-être qu'il était réel. Peut-être qu'il pouvait m'aider. J'ai atteint le banc. L'homme était un mannequin, et ses mains gantées de blanc étaient posées sur ses genoux. J'ai détourné le regard, mon estomac se retournant. Quand je l'ai regardé à nouveau, ses mains n'étaient plus sur ses genoux. Elles s'étaient serrées en poing. Mon souffle s'est coupé. Le téléphone dans ma main a vibré violemment. La barre de progression survie affichait 35%. Et la voix du GPS, douce, presque rassurante, a murmuré. Le cycle recommence. Suivez le chemin. Vous trouverez la sortie. Mais je savais qu'il n'y avait pas de sortie. Juste des chemins qui ramenaient au début. Toujours au début. Les lumières des maisons semblaient clignoter en rythme avec les battements affolés de mon cœur. J'étais prise au piège, dans cette carte de Noël parfaite et démente. Et le froid, le vrai froid, commençait à s'installer en moi. Pas celui de la neige, mais celui de la certitude. La certitude que je ne partirai jamais d'ici. Les jambes tremblent. Une vibration incontrôlable qui part des chevilles et remonte jusqu'aux épaules. Chaque pas est une épreuve, un effort surhumain pour ne pas m'effondrer là, au milieu de cette neige immaculée qui ressemble à du sucre glace sur une pâtisserie trop parfaite. La nausée monte, un goût métallique dans la bouche, comme si j'avais avalé des piles. L'air est si froid qu'il brûle les poumons à chaque inspiration. Et pourtant, je transpire, une sueur glacée qui me colle la chemise technique au dos. Le GPS, toujours lui. L'écran de mon téléphone est devenu mon seul repère, mon seul espoir de sortie, même s'il ne fait que me balader en rond. Là, il affiche une nouvelle direction. Une rue encore plus étroite, bordée de ces maisons aux lumières chaudes, aux guirlandes scintillantes, aux couronnes de houx. Ça sent le pain, le feu de bois,
la cannelle. Une odeur douceâtre, écœurante, qui me rappelle les décorations de Noël de ma grand-mère, mais en version cauchemardesque. C'est trop parfait, trop propre, trop figé. Je me force à avancer. Il y a ce truc dans le coffre, ce dernier paquet, la livraison. C'est pour ça que je suis là, non? Pour finir ce putain de boulot. Le GPS me guide vers une maison un peu plus grande que les autres, avec un porche immense et un sapin de Noël illuminé qui fait toute la façade. Le portail s'ouvre tout seul en voyant le camion approcher. Pas un bruit, juste le sifflement du vent et le crissement de la neige sous mes pneus. Je gare le camion, coupe le moteur. Le silence qui suit est assourdissant. Je respire un grand coup. J'essaie de rassembler mes esprits. C'est juste une maison, une livraison. Je prends le paquet dans le coffre. Il est lourd, emballé dans un papier doré avec un ruban rouge. Rien d'extraordinaire, mais quelque chose cloche. L'air est lourd, chargé d'une tension invisible. Je monte les quelques marches du perron. La porte d'entrée est entr'ouverte. Je pousse doucement. L'intérieur est encore plus décoré que l'extérieur. Des guirlandes partout, des boules qui brillent, des figurines de Noël alignées sur la cheminée et une odeur de cire, de poussière et de quelque chose d'autre, quelque chose de chimique, de faux. Et puis, je les vois, assis autour d'une grande table en bois massif, des gens, des familles, des couples, des enfants, tous habillés de leurs plus beaux habits de fête, souriants, les yeux fixés sur le centre de la table où trône un festin impressionnant. Mais il y a un truc qui ne va pas. Leurs sourires sont trop larges, trop figés. Leurs yeux, vides, ne clignent pas. Leurs peaux ont un éclat malsain, comme de la porcelaine polie. Ce sont des mannequins, parfaitement réalistes, mais des mannequins. Je recule d'un pas. Le paquet me glisse presque des mains. Mon cœur bat la chamade. Je n'arrive pas à croire ce que je vois. C'est une blague? Une mise en scène? Mais pourquoi? Et où est le client? Je me retourne pour sortir, pour fuir cet endroit de toute urgence. Mais la porte claque derrière moi. Un bruit sec, définitif. Je me précipite dessus. Je la secoue. Je crie. Rien. Elle est bloquée. Je me retourne vers la salle à manger. Le silence est total. Personne n'a bougé. Personne n'a réagi à mon entrée, ni à ma tentative de fuite. Je me rapproche lentement. Le souffle court. Je fais le tour de la table. Les yeux des mannequins me suivent. Ou plutôt, ils semblent me suivre. Je sais que ce n'est pas réel, mais c'est comme si une force invisible me poussait à croire le contraire. Je suis vidée. Les jambes ne me portent plus. Je m'affale sur une chaise libre, juste en face d'un homme en costume impeccable. Le paquet tombe à mes pieds. Je ne peux plus bouger. Le froid s'est infiltré en moi. Un froid profond, paralysant. Je regarde autour de moi, les visages figés dans des sourires éternels. Ils sont tous là, immobiles, attendant. Mon regard tombe sur le téléphone posé sur la table.
L'écran tractor s'illumine. Le GPS. Le dernier message s'affiche. Livraison terminée. C'est ça la livraison? Devenir le dernier paquet? Une vague de panique glaciale me submerge. Je lève les yeux, cherchant une issue, une échappatoire. Mon regard croise celui d'un grand miroir posé sur le mur d'en face. Et là, je me vois. Je suis assise à la table. Mes mains sont posées sur le bois, mes doigts légèrement écartés. Mon corps est rigide, mon dos droit. Mon regard est fixé droit devant, vide, dénué de toute émotion. Mon visage est pâle, figé dans une expression que je ne reconnais pas. Je porte une tenue que je n'ai jamais vue, une sorte de uniforme terne et sans forme. Je ne suis plus Anna. Je ne suis plus la coursière épuisée et terrifiée. Je suis elle, une d'entre eux, un nouveau mannequin prêt à accueillir le prochain visiteur. L'odeur de cire et de poussière devient plus forte, m'envahissant entièrement. Le froid ne me fait plus mal. Il est devenu une partie de moi. Je suis le dernier paquet, livré, pour toujours. Et je sais, avec une certitude qui me glace le sang, que je vais attendre le prochain coursier, le prochain paquet, attendre que le GPS affiche une nouvelle fois, livraison terminée, et que le cycle recommence, encore et encore.